bonjour, je m'appelle Slavomir Kaluch, je suis développeur mobile principalement depuis 2008. Et je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu un nouveau type de console de jeu, la Ouya. Nous avons présentation de la Ouya. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent à peu près la console? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le projet? Ouais. Donc du coup, on va faire un petit historique. La console a été créée à partir d'un besoin d'amener dans le salon un maximum de jeux vidéo qui existent déjà, à savoir de jeux mobiles, de jeux casual, de jeux faciles d'accès, et de rendre un petit peu le pouvoir aux joueurs justement sur le support salon. Il y avait le constat était qu'il y avait de plus en plus de jeux qui arrivaient sur mobile, qui écrasaient un petit peu les jeux salon. Donc la console de salon commençait à être un petit peu délaissée, que ce soit par les enfants des créateurs de la console ou par eux-mêmes. Donc ils se sont dit, on va lancer une nouvelle console et on va faire en sorte à ce qu'elle soit accessible. Donc prix d'entrée peu cher, 99 $. Libre d'usage, donc à partir du moment où vous êtes intéressé, vous pouvez développer dessus, le kit de développement, la console est déjà routée, le kit de développement est gratuit. Et donc la console a été financée sur Kickstarter. Donc est-ce qu'il y en a qui connaissent Kickstarter? J'imagine que ouais. Voilà. Et donc la console après l'annonce du projet, une semaine après, la levée de fonds sur Kickstarter a commencé. L'objectif était de lever 950 000 $. Dans la journée, ils ont atteint leur objectif en moins de 12 heures. À la fin de la journée et le lendemain, ils en étaient à 2 millions. C'était le projet qui a le plus rapidement levé, voilà, le million de $. C'est un des projets dans le top 10 justement de Kickstarter aujourd'hui au niveau de la somme levée. Et du coup, à la fin, ils ont levé plus de 900% de leur objectif initial. C'est quand même pas mal. Donc il faut voir que l'engouement est là. L'engouement, en fait, bon, maintenant, il y a peut-être des doutes dessus, justement. Est-ce que l'engouement ne vient pas surtout de développeurs mobiles ou de développeurs indépendants? Mais il y a énormément de consoles en pré-release qui ont été aussi vendues. Donc l'engouement ne s'est pas arrêté pour l'instant. Donc voilà. En fin 2012, les premières unités ont été développées, ont été envoyées aux développeurs. Bon, c'était dans un état assez, on va dire, brut. En mars 2013, les premières consoles pour les sponsors de Kickstarter ont commencé à venir. Donc là, on voit déjà une console mieux packagée, mieux finie. Et en juin 2013, vous aurez tous l'occasion d'en acheter une aussi, que ce soit sur Amazon ou directement sur leur site. Donc les créateurs de la console, principalement, cherchent à amener un changement sur le marché du jeu. Ils cherchent, donc, comme je disais, à simplifier la distribution sur les consoles. Donc pour ça, ils ont fait quelques petits choix. Il y a eu quelques choix techniques qui ont été faits. Ils ont décidé de prendre une architecture simple, donc qui existe déjà, qui est produite en masse, donc pour profiter des coûts justement de production de masse qui sont exploités aujourd'hui au niveau des téléphones mobiles, au niveau des appareils, des Google TV, etc., bon, qui ne marchent pas si bien que ça en fait. Mais donc du coup, ils ont créé une console qui est accessible, donc à 99 $. La manette est à 49 $. Et la console est compatible avec les manettes Xbox et PS3. Donc un joueur peut venir prendre sa manette et puis la brancher derrière sur le port USB. Donc pour jouer à deux, c'est plus sympathique. L'idée, c'est pas de faire acheter des consommables ou d'enfermer le joueur dans le carcan des accessoires console, contrairement à d'autres, comme on ne les citera pas. Il y a aussi, donc, ils tentent d'ouvrir la console. Comment dire? Donc, en fait, la console de dev qui nous a été envoyée, bon, comme je disais, elle était un petit peu brute, mais les consoles finales, elles aussi, auront tous les ports nécessaires pour brancher la console sur un PC, pouvoir développer avec. Donc, le développement est à disposition de tous, en fait. À partir du moment où vous achetez une console, vous pouvez juste télécharger le kit de dev, brancher la console et vous mettre à vous amuser
avec ce qu'il y a sur le marché, avec les tests, avec les exemples et tout ça. Si vous êtes déjà développeur Android, vous allez vous y retrouver très rapidement. Donc la console aussi est modifiable. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont décidé de ne pas fermer la console complètement. La carte mère à l'intérieur, vous pouvez la retirer sans problème. Vous pouvez remplacer le boîtier et ils sont ouverts aux modifications sur le matériel lui-même. À savoir, donc si vous voulez vous amuser à modifier la carte mère, à rajouter 2-3 petites choses dessus, bon, soit, amusez-vous bien. L'architecture choisie, donc comme je disais, c'est celle des téléphones mobiles. Ils ont choisi d'utiliser l'architecture Tegra 3 de chez Nvidia, donc, qui est déjà pas mal produite. Aujourd'hui, elle apparaît dans certains téléphones mobiles, comme le HTC One X, qui lui, donc voilà, déjà un certain petit succès. Le processeur, c'est un quad-core. Vous avez 1 Go de RAM à 800 MHz, donc c'est amplement suffisant pour développer des jeux justement avec déjà en 3D, amplement suffisant pour développer des jeux avec pas mal de contenu. Et la console tourne sur Android 4.1. Donc c'est une version par contre un petit peu modifiée d'Android 4.1, c'est pas une version standard. Il y a le Home lui est voilà, fait par Ouya Inc. Il est fait spécialement justement pour la console. On va le voir ici. Dès qu'elle démarre. Voilà. Donc il n'y a pas c'est pas le Home habituel qu'on voit sur Android. On va jouer un petit peu avec plus tard. La connectique dessus, vous avez un port HDMI, donc 1080p, 720p uniquement au niveau de la sortie pour l'instant, dans l'état actuel. Vous avez un port Ethernet, très bien pour si vous la branchez sur la box, et c'est plutôt utile vu qu'il n'y a pas d'autres supports physiques pour mettre des jeux dessus, donc vous allez être obligé d'utiliser, enfin vous allez être obligé de télécharger tous vos jeux, voilà, depuis le Ouya Store. Un port USB 2 donc pour brancher un clavier souris, un switch, si vous voulez brancher un switch USB, brancher plusieurs manettes, plusieurs manettes par exemple Xbox ou PS3. Il y a un port micro USB pour le développement, donc vous reliez la console par ce port-là, puis elle apparaît comme étant un disque dur sur votre Mac ou sur votre PC. Ça permet soit de charger des packages dessus, donc des APK, soit voilà, de bidouiller avec votre console autant que vous voulez. Après, il y a aussi, donc la console est équipée de connexions sans fil, donc Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 4, qui sont, on va dire, suffisamment modernes pour être relevés. Après, au niveau de la manette, donc là, ils ont apporté un soin assez particulier à la manette. Les manettes de test sont un petit peu dures à utiliser, on va dire, mais ils les ont retravaillées entre-temps. Ils ont écouté les joueurs, ils ont écouté les développeurs, ils ont itéré plusieurs fois depuis. Et normalement, les nouvelles manettes seront un petit peu mieux au niveau des sticks, etc. Donc la manette est proche des standards actuels. Donc, vous regardez une manette Xbox 360, vous n'êtes pas vraiment, on n'est pas vraiment loin. Donc vous avez 2 sticks, vous avez un pavé directionnel, vous avez 4 boutons principaux, donc comme sur les autres manettes, 4 gâchettes, donc 2 analogiques et 2 boutons. Vous avez donc aussi un bouton principal qui lui marche un peu bizarrement, mais on y reviendra. Donc voilà. Il y a aussi sur cette manette une petite particularité, le petit carré vert ici, je ne sais pas si on peut le voir. Donc ce petit carré vert, c'est en fait un input pour c'est un touchpad en gros. Donc si vous voulez utiliser une souris, voilà, vous pouvez l'utiliser comme souris, et puis pour les applications comme XBMC ou tout autre player multimédia, ça va être plutôt utile. Donc voilà, la manette en soi est bon, plutôt bien travaillée, un peu dur pour les versions développeurs. J'ai pas encore eu les vraies versions, donc je peux pas vous dire à quoi elle va ressembler, mais si elle vous plaise pas, dans tous les cas, prenez une manette Xbox 360 et vous serez très bien avec. Donc l'environnement lui-même, 100% dématérialisé, donc pas de support physique pour les jeux.
vous n'en trouverez pas dans les magasins. Par contre, l'avantage, c'est que le prix de distribution ne sera plus impacté par les distributeurs ou par les grandes chaînes de magasins ou autres boutiques qui, jusqu'à présent, sur des stores comme par exemple Xbox Live et PSN, dictent un petit peu les prix. Justement en faisant le chantage du on retire vos jeux si vous baissez trop les prix. Donc aujourd'hui, le 100% dématérialisé a l'avantage justement d'être facilement accessible par tous. Vous branchez votre console, vous la branchez à votre box, vous avez accès au store. Donc vous avez le Ouya Store qui est différent, il n'y a pas de Google Play. Donc Google Play n'est pas disponible par défaut dessus. Vous pourrez toujours charger, vous pourrez toujours vous amuser à installer. Mais l'avantage du Ouya Store, enfin l'avantage, les spécificités du Ouya Store sont propres justement à la console. Tous les jeux qui rentrent sur le Ouya Store doivent être par défaut gratuits. Donc ça veut dire vous publiez votre jeu, il doit être téléchargeable gratuitement. Et après, c'est dans le jeu que vous devez mettre les in-app purchase, donc tous les mécanismes d'achat dans le jeu. Donc vous avez les API à utiliser justement dans le jeu pour par exemple débloquer les niveaux, débloquer la version complète. Donc ça vous rappellera peut-être le Xbox Live de chez Microsoft ou PSN pour certains jeux. La taxe. Ouya prend 30% des prix, enfin des transactions. C'est à peu près en fait le même prix que prennent tous les autres. Donc vous trouverez chez Apple 30%, chez Google pareil, chez Amazon pareil. Aujourd'hui c'est bien mieux que ce qu'on avait à une époque. En 2008, il fallait négocier pour avoir 30% de la part du développeur. Donc si on négociait bien. Et ce n'était pas les mêmes volumes. L'ODK, lui fournit en fait juste quelques API, donc l'API pour le contrôleur, donc ce qui est pas mal parce que le contrôleur est assez particulier. Et il fournit aussi les API pour les purchases, donc pour les achats et pour le stockage. Donc c'est un stockage assez spécial, spécifique à Ouya, qui permet de stocker des données de façon semi-permanente sur la console. Donc les petits plus, donc le store dédié. Donc il y a une sélection à l'entrée. La sélection à l'entrée permet de diviser ou de réduire le nombre de mauvais jeux ou de mauvaises applications sur le store. Une API pour les transactions, donc qui marche plutôt bien, qui est plutôt complète. Vous avez, enfin on y reviendra. Le support des différents contrôleurs, un SDK gratuit pour vous tous, et la possibilité de développer sur n'importe quelle console. Donc on va regarder un petit peu le home de la Ouya. On a donc leur store. Ah oui d'accord, effectivement si j'ai pas de câble réseau ça va pas marcher. S'il y en a un par contre, non. D'accord, bah, je peux vous laisser mettre le Wi-Fi, je vais continuer pendant que je continue. Système. Le Wi-Fi de l'université de Rennes, il marche ou pas? D'accord. Xperia, super. Non? D'accord. Parfait. Bon. Dans tous les cas, on y reviendra tout à l'heure si ça marche mieux. Donc, comparons un petit peu la Ouya aux autres consoles afin de parler du développement. C'est donc les créateurs la présentent comme étant une console à part entière, comme étant une console de salon qui vient concurrencer
nos chers Xbox et PS3. Il y a quand même quelques petites différences. Sur une console classique, vous avez de la mémoire graphique dédiée, vous avez un système d'exploitation dédié vraiment au jeu. Lorsqu'un jeu se lance, la priorité va au jeu. L'interface que vous utilisez pour naviguer s'efface et est déchargée. Et même sur la PS3, lorsque vous appuyez sur le bouton Home, lorsque vous avez l'interface qui réapparaît, c'est une autre interface plus légère qui apparaît que celle que vous avez d'habitude sur le home screen. Les API graphiques dédiées au processeur, justement, qui est dans la console, sur les consoles comme la PS3 et la Xbox. Donc vous avez des instructions, enfin les API sont beaucoup plus proches du processeur, sont vraiment faites pour. Donc vous pouvez tirer beaucoup plus du matériel que sur un driver classique et généraliste. Les contraintes classiques sur les consoles, c'est un dev kit. Lorsque j'étais arrivé, les premiers dev kits qu'ils avaient reçus pour la PS3 leur avaient coûté dans les 20 000 $. Donc ça, c'était en dehors des frais de licence en plus, etc. Donc les 20 000 $, ce prix a été divisé par 2 en 2007 pour tomber à 12 000 $. Ce prix était resté stable quand même un petit bout de temps, jusqu'en 2011, où maintenant il est tout à fait accessible à n'importe qui d'après Sony, à 2500 $ canadiens. Bon, c'est à peu près 2000 $ ou 1700 € pour nous. Il faut avoir une certaine réputation pour pouvoir publier vos jeux. Donc c'est pour ça que les petits studios, en général, passent par des distributeurs ou par des boîtes comme Electronic Arts ou par des boîtes comme Ubisoft, parce qu'ils ont déjà la réputation, elles vont vous coacher, elles vont prendre le côté légal, etc. Mais en plus, elles vont vous donner le ticket d'entrée sur les différentes plateformes. Vous avez des licences donc, à négocier et surtout donc, à payer à chaque fois que vous sortez un jeu. Pour chaque CD vendu, Sony touche sa dîme. Vous avez une limite du nombre de mises à jour possible et que vous allez soumettre. Donc en fait, sur la Xbox, enfin aujourd'hui, pas sur le PSN ou sur le Xbox Live, mais sur les jeux réels. Donc les jeux comme Raven Shield ou enfin à l'époque, maintenant c'est Army of Two, etc. Il y a une limite du nombre de mises à jour que vous pouvez faire. Et pour chaque mise à jour, ils peuvent vous demander de l'argent. Parce que il y a un processus de vérification, il y a un processus de test, et puis il y a aussi un processus qui permet quand même de garantir le sérieux des jeux sur les consoles. On voit qu'il y a des bugs qui passent, mais c'est pas grave. Après, vous avez aussi des frais de distribution, vous les négociez avec votre distributeur. Sur la console Ouya, vous n'avez pas vraiment de mémoire garantie. Lorsque vous lancez un jeu, votre jeu peut avoir moins de mémoire une fois qu'une autre, parce qu'en tâche de fond, vous avez une autre application qui est en train d'être fermée ou qui est en train de faire autre chose. Vous pouvez avoir un téléchargement en cours, donc un ralenti complet de la console. On aura peut-être l'occasion de le voir. Il n'y a pas de cycle réservé non plus au niveau du processeur, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des applications qui tournent en tâche de fond. Donc il y a quand même quelques petits désavantages au système. C'est pas la Ouya en soi, mais ça reste un système Android, donc sur lequel c'est un système qui n'est pas fait, c'est un système généraliste qui n'est pas fait pour les consoles vraiment. Vous avez une manette de jeu dédiée qui en soi est une grande avancée pour une machine Android. Jusqu'à présent, on avait vu quelques petits téléphones, on avait vu quelques petits appareils sous Android, justement avec des pads. C'était suffisamment minoré, voilà, il y en avait suffisamment peu pour que ça n'intéresse ni les développeurs, ni les joueurs au final, par manque de produits. Et est emballé dans un boîtier de console. Donc vous avez un câble HDMI, vous avez une console de salon en fait, petite mais une console de salon. Donc le développement sur Ouya. Le développement Ouya passe donc par les API Android. Vous avez l'environnement Ouya lui-même, donc qui consiste en un site web sur lequel vous allez pouvoir publier vos applications, créer vos items à acheter, etc.
donc la doc et tout ça, donc bien sûr toutes les choses pour les développeurs. Vous avez aussi donc l'ODK. L'ODK qui, comme je disais tout à l'heure, vous donne accès à la manette, vous donne accès aux in-app purchase et au stockage. Donc sur le site de développement, vous avez la documentation, les forums, donc l'ODK qui est disponible gratuitement, le repo pour les applications que vous allez soumettre, et l'interface de gestion. Voilà, on en a parlé. Le développement Android, donc, se fait principalement... Parmi vous, il y a des développeurs Android ou pas, déjà? D'accord. Ah oui, il y en a quand même. Donc le développement Android, on va passer vite fait là-dessus. Le développement Android, c'est principalement du Java, avec quelques API spéciales, quelques API de chez Android, de chez Google, qui permettent donc l'accès aux choses de base, comme voilà, un clavier virtuel, l'accès au système de fichiers, accès au comment ça s'appelle, un emplacement un emplacement en écriture et lecture qui est spécifique et défini pour votre application. Donc ça c'est pas mal si vous voulez séparer les données que vous que vous écrivez, vous voulez les garder privées pour votre application. Donc Android fournit ça. Et puis toutes les autres choses comme voilà l'accès à la géolocalisation et toutes les fonctions nécessaires pour les tablettes, les téléphones et les smart TV maintenant. Donc vous avez aussi le déploiement des applications, donc lors du développement, ou lors de vos tests, se fait directement soit sur un device, donc vous branchez le device en USB, puis vous travaillez dessus, vous compilez votre application, elle part dessus, vous pouvez la tester immédiatement, ou alors sur des émulateurs qui sont fournis justement par Android, par Google. Vous pouvez utiliser du code C++, ce qui pour les jeux vidéo va en intéresser plus d'un. C'est principalement, c'est le plus grand avantage justement sur Android depuis l'arrivée du NDK. Vous avez aussi le partage, vous pouvez donc du coup, comme vous pouvez utiliser du code C++, vous pouvez partager votre code entre plusieurs plateformes. Donc moi personnellement j'ai 2 projets qui partagent du code entre iPhone, Android et bientôt peut-être autre chose, mais pour l'instant, voilà. Donc Android et iPhone, vous pouvez avoir du code partagé si vous utilisez des frameworks qui vous permettent de faire ça. Vous avez aussi accès à l'accélération matérielle. Donc les processeurs ARM principalement ont cette instruction qui s'appelle Néon, qui vous permet d'accélérer certains calculs ou certaines opérations. Vous pouvez par exemple créer un batch d'opérations à lancer en parallèle sur plusieurs cœurs, sur plusieurs processeurs. Il en est de même maintenant, il en est de même depuis longtemps, justement sur le processeur Intel, vous avez les instructions SSSE3 qui vous permettent de justement faire ce genre d'opérations aussi. Et elles sont disponibles sur Android. Voilà. Donc l'ODK, il s'ajoute tout simplement au SDK d'Android. Il fournit les opérations de base d'Ouya. Il vient avec une classe qui s'appelle OuyaFace, qui vous fournit en fait toutes les API nécessaires. C'est vraiment quelques calls qui vous permettent de réaliser des achats, de vérifier si des achats ont déjà été faits justement sur tel ou tel item pour votre jeu. Je vous fournis l'API de stockage et permet de déterminer en fait si vous avez déjà si votre logiciel tourne sur une Ouya. Voilà. Ça peut être bien parce que vous avez parfois des personnes, vous allez pouvoir télécharger votre application et essayer de la mettre sur un autre appareil. Il y a des chances qu'elle tourne. Et voilà. Donc du coup, et aussi OuyaFace donne accès à certaines données utilisateurs directement à votre application. Donc si vous avez d'un côté un serveur qui a besoin de loguer les utilisateurs ou de loguer les mots de passe, enfin pas les mots de passe mais les scores et toutes les opérations qui ont été faites, par exemple les achats, si vous avez un jeu en ligne, des choses comme ça, vous pouvez prendre, donc vous avez accès à l'identifiant de l'utilisateur par OuyaFace, par OuyaFacade, pardon.
Les in-app purchase, donc pour créer une item, vous allez sur le site web d'Ouya, tout simplement. Vous publiez votre application. Enfin, vous la pré-publiez, donc il faut loader un APK. Ça vous donne un identifiant d'application que vous pouvez utiliser par la suite pour faire les achats. Et donc du coup, à ce moment-là, vous pouvez utiliser cet identifiant-là aussi pour créer des items. Donc des items sur le store qui vont permettre, par exemple, de débloquer le jeu, de débloquer de nouveaux niveaux, de vous donner accès à de nouvelles armes, etc. Donc, voilà. Vous avez, en fait, à partir du moment où vous lancez votre application, vous devez initialiser votre store pour que par la suite votre application puisse accéder à toutes les données du store, pour justement vérifier si les achats ont été faits précédemment ou pas. Donc mieux vaut le faire à chaque lancement. Le store, lui, s'occupe d'identifier l'utilisateur. Donc si l'utilisateur est déjà authentifié sur la console, il ne se passe rien. Voilà, tout marche bien. Autrement, il peut tout simplement interrompre l'application, demander à l'utilisateur de s'identifier, de s'authentifier. Donc il faut aussi prévoir toutes ces interruptions-là au niveau de votre application. Donc, à tout moment, à partir du moment où vous instanciez un appel vers le store marche de façon asynchrone. Ça peut surprendre sur une application, lorsque vous avez un peu de latence ou lorsque le store est un peu chargé, comme c'est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez tout simplement avoir un utilisateur qui appuie sur un bouton acheter ou un bouton pour interagir avec le store. Il ressort, il va dans un autre menu et là tout d'un coup vous recevez un appel du store et il se passe quelque chose d'inattendu. Donc il faut vraiment prévoir les retours du store à n'importe quel moment, ou alors les annuler et puis les rejeter de façon à ne pas interrompre l'application à n'importe quel moment. Il y a plusieurs types d'achats qui sont disponibles sur l'Ouya Store. Il y a ce qu'ils appellent les entitlements, qui sont en fait les droits. C'est un achat que vous pouvez faire une seule fois, donc débloquer un jeu. Et ce type d'achat reste persistant. Lorsque vous réinstallez votre jeu, l'achat reste. Sur les autres achats, comme par exemple les consumables, vous devez tenir compte de tous ces achats-là. Vous devez pouvoir garder trace justement de toutes les transactions. Et puis garder trace de tous les objets qui ont été utilisés. Par exemple, si votre utilisateur achète des boosters ou il achète des armes utilisables, c'est à vous de comptabiliser le nombre d'armes qui restent, le nombre d'armes qui sont utilisées, etc. Et en cas de désinstallation, tout part. Donc c'est là qu'il vaut mieux prévoir, pour ne pas énerver certains utilisateurs, prévoir un système soit en passant par vos serveurs, soit en utilisant le système de stockage de chez Ouya. Donc tenir une comptabilité précise des items qui sont utilisés. Donc ça c'est suivi des souscriptions qui ne sont pas du tout fonctionnelles à l'heure actuelle. Si vous essayez d'en faire une, c'est tout simplement pas possible de les créer. Mais à l'avenir, ils veulent créer un système d'abonnement. Donc par exemple pour les MMO, les choses comme ça peut être utile. Un système d'abonnement si vous avez des jeux épisodiques, ça peut être pas mal aussi. Au niveau du stockage, en plus des API que vous avez habituellement sur Android, vous avez l'API de storage. Elle vous permet juste de mettre des clés. Donc en fait, juste de mettre de petites quantités de données identifiées par des clés. Donc tout passe par des strings. C'est donc utile pour tenir votre comptabilité au niveau des items utilisés. C'est aussi utile pour tenir la comptabilité, par exemple, de choses toutes simples comme les statistiques. Combien de fois un utilisateur rentre dans un menu. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez vouloir analyser par la suite. Vous pouvez donc, et ça, ce sont des données qui sont stockées indéfiniment, enfin entre guillemets. Ouya nous prévient par contre que ces données risquent d'être effacées à partir du moment où il n'y a plus assez d'espace sur la console.
donc c'est permanent mais pas réellement. Et deuxièmement, ce sont des données qui peuvent être effacées si vous en abusez. Donc ça veut dire c'est assez arbitraire aujourd'hui, il n'y a pas de quantité définie. Donc ça reste encore à définir comment ils vont gérer ça. Le contrôleur, donc la manette en soi vient, dans l'ODK vient une classe qui vous permet d'accéder à tous les contrôleurs qui sont présents, et ça de plusieurs manières différentes. En fait, vous pouvez y accéder soit par device ID, donc si vous connaissez les devices qui sont connectés, si vous avez déjà fait dans votre application, si vous avez parcouru un petit peu, vous avez listé vos devices, vous pouvez y accéder par device ID et donc revenir toujours à la même manette donc récupérer toujours la même manette, soit par player ID. Ça c'est utile dans le cas où par exemple une manette tombe en panne de batterie, vous en prenez une autre, vous la rallumez, le player 1 par exemple est réassigné à cette manette là. Donc ça c'est pas mal, c'est une bonne idée de la part d'Ouya. Il y a aussi il y a plusieurs API pour accéder à la manette. Donc vous avez l'accès par événement, donc habituel, on-key up, on-key down tous les autres événements de ce type-là. L'accès par getter. Et vous avez aussi un accès par changement d'état. Donc l'accès par event, donc il se fait comme d'habitude sur les on-key down, on-key up. Et donc vous avez un device ID qui est assigné. Donc une fois que vous connaissez les device ID de vos manettes, vous pouvez suivre à la trace des événements. Ce type d'accès, là, on ne l'utilise pas trop dans les jeux vidéo d'habitude, dans les boucles, mais ils peuvent être très utiles lorsque vous avez besoin de connaître la séquence exacte des touches qui ont été appuyées. Donc dans une frame, lorsque vous vous retrouvez et vous avez besoin d'avoir la séquence exacte, ça ne sert plus à rien d'aller chercher par getter, mais vous avoir enregistré les événements avant et d'avoir fait vos changements de state sur les événements. Donc c'est toujours bon de l'avoir. Vous avez on generic motion event qui est utilisé de façon assez abusive. Il est utilisé sur les triggers, donc analogiques. Il est utilisé sur les pads et il est utilisé aussi sur la souris. Donc pour ça il y a quelques c'est utilisé un peu de façon abusive, mais au moins Ouya vous fournit sur Ouya Controller tout ce qu'il faut pour identifier le type d'input qui arrive. Vous avez après donc des contrôleurs, donc vous avez l'accès par getter. Donc dans votre game loop, vous pouvez aller pooler les informations sur tous les contrôleurs suivant le joueur. Donc pour chaque joueur, vous allez récupérer le contrôleur, vous allez récupérer donc, toutes les informations nécessaires donc, par getter, donc la valeur de chacun des axes de chacun des pads, la valeur des boutons, etc. Donc ça c'est utile lorsque la séquence des inputs n'est pas du tout importante, et surtout ce qui est bien avec ce genre de système, c'est qu'il est disponible à tout moment. Donc dans le game loop, lorsque vous avez besoin de faire des batchs d'opérations, par exemple sur un player ou juste sur le contrôleur, donc si vous avez un système qui s'occupe que du contrôleur, vous faites toutes vos opérations d'un coup, sans aller jouer ou sans passer par d'autres systèmes ou sans passer par l'update de l'IA, etc. Donc on va en parler tout à l'heure justement sur les systèmes, enfin sur les différents moyens, sur les différents systèmes de développement. Voilà. Vous avez aussi des boutons qui sont émulés sur la manette. Donc ça c'est assez problématique. Vous avez le bouton menu, celui-ci, qui, suivant la manière de laquelle vous appuyez dessus, va vous envoyer des interrupts différents. En une pression, vous avez donc justement menu. En deux courtes pressions, ça ouvre le menu de la console. Et après, il y a une pression longue aussi qui est censée venir. Et le problème avec les boutons émulés, justement, avec les interrupts émulés, c'est que lorsqu'ils arrivent, lorsque vous passez que par les getters, vous ne pouvez pas savoir si le bouton a été appuyé ou pas, parce que les événements ont été envoyés on key up, on key down,
enfin un key down, un key up, et puis si vous ne vérifiez pas les événements, vous l'avez perdu. Donc vous n'avez pas mis votre jeu en mode pause, comme c'est le cas dans beaucoup de jeux pour l'instant sur le store en version bêta. Et du coup, ils ont rajouté une petite comment on appelle ça? Un petit truc, une petite API pour tricher. Vous pouvez à chaque frame réinitialiser l'état de chacun des boutons. Enfin, donc dire au contrôleur on réinitialise tout et je veux savoir s'il y a eu un changement d'état sur tel ou tel bouton. Donc vous pouvez aller pouler les boutons de cette manière-là aussi. Donc ça a été rajouté très récemment avec un des derniers patchs. Le multiplateforme, donc en fait, lorsque vous développez pour la Ouya, que ce soit en C++ ou en Java, il est toujours bon de prévoir d'utiliser votre code sur d'autres plateformes, que ce soit sur téléphone mobile, que ce soit sur d'autres devices. Et la Ouya donc, vous permet de faire ça. En fait, en Java, c'est assez simple. Vous utilisez la réflexion qui vous permet de vérifier, par exemple, si une classe existe. Qui vous permet de vérifier si une classe existe. Donc vous vérifiez si la classe Ouya façade plutôt existe. Si elle n'existe pas, ça vous envoie une exception. Et donc du coup, vous savez que vous n'êtes pas du tout sur Ouya. Enfin, vous n'avez pas accès à l'API Ouya dans votre application. Du coup, vous pouvez déployer une application, un seul APK, sur le Ouya Store et sur d'autres stores. Donc ça vous permet de distribuer un seul package partout. L'avantage de ça, c'est que la Ouya, au final, c'est une target Android télé. Donc c'est une target quasiment standard. Donc du coup, tous les graphismes que vous allez mettre dessus, toutes les ressources graphiques iront aussi bien sur la Ouya que sur une télé Android, que sur une Web TV ou tout autre appareil. Donc donc l'avantage, c'est vraiment utile d'essayer de développer votre application de façon à ce qu'elle marche sur la Ouya et ailleurs. Vous pouvez aussi tester la présence de la Ouya. Donc à partir du moment où vous avez l'ODK, vous pouvez vérifier si l'ODK est vraiment sur une Ouya. Donc comme je vous disais plus haut, enfin avant, ça peut être utile pour vérifier si vous n'êtes pas sur un autre device, si quelqu'un n'est pas en train de jouer avec votre application entre guillemets volée. Voilà. Vous pouvez tirer le meilleur des performances justement en utilisant quelques petites astuces, on va dire. Lorsque vous développez un jeu, à partir du moment où c'est un jeu temps réel, à partir du moment où c'est un jeu intense, graphiquement intense, ou un jeu qui a besoin, qui utilise pas mal de ressources, vous aurez probablement tendance à aller sur du C++ ou du C pour votre moteur, pour votre jeu. Il y a pas mal déjà de frameworks différents qui sont là, qui vous permettent de développer en C++ sur Android et sur la Ouya. Et ce serait dommage de s'en priver parce que vous avez directement accès à OpenGLES, vous avez directement accès à toutes les fonctions natives de la machine sans passer par Java. Bon, il y a des désavantages à ça aussi. Vous n'avez pas directement accès à certaines API Android. Vous êtes obligé de passer par des calls Genie, donc vous êtes obligé de passer par une espèce de couche, de couche un petit peu hackée que Sun eux-mêmes nous disaient de pas trop utiliser, mais qui aujourd'hui est standard sur Android. Vous avez les instructions donc SIMD Néon sur les processeurs ARM qui vous permettent par exemple de prendre un batch de int ou un batch de valeurs et de les faire passer, d'effectuer des calculs dessus. Ça peut toujours être utile. Et vous avez surtout sur la Ouya une version de Physics pour Android qui peut être utile pour les jeux justement qui utilisent pas mal de physique. Et donc là c'est toujours l'API de chez Nvidia que vous retrouverez sur la Ouya. Donc les instructions SIMD, j'ai fait un petit exemple de leur usage. Donc là, on prend les trois couleurs En fait, voici une fonction qui prend une entrée et une sortie. À l'entrée, vous allez lui passer un arrêt.
en fait, donc de int. Pour la sortie, pareil, vous allez lui passer un array de int. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez traiter par batch de 8. Ça veut dire que vous allez prendre 8 de ces ints, vous allez donc du coup passer des opérations 8 par 8, vu que les registres sont 128 bits pour les instructions néon. Donc du coup, si vous avez des entiers de 8 bits, vous pouvez en passer quelques-uns comme ça, les uns à la suite, en batch. Donc vous pouvez accélérer par exemple le traitement de pixels. Si vous avez une application qui a du traitement d'image à faire, vous pouvez faire du traitement d'image plus rapidement. Ça peut être sympa justement si vous avez des textures à créer et à modifier en cours de jeu. Par exemple, vous avez une texture dans laquelle vous avez une caméra qui donne sur autre chose. Donc là, vous allez vouloir appliquer des effets dessus. Vous allez dessiner une scène justement dans ces textures, puis appliquer vos effets. Si vous utilisez les instructions SIMD, vous allez probablement voir une amélioration des performances. Après, il y a quelques librairies optimisées justement pour ces instructions-là. Donc, il y a une librairie mathématique, principalement Eigen, qui est pas mal. Vous avez Bullet Physics qui a été optimisé pour les instructions néon. Là aussi, récemment été optimisé pour tout ce qui est de OpenCL et CUDA. Donc ça, c'est une librairie physique si vous voulez l'utiliser pour faire de la 3D, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est un des standards du marché. Il y a Box2D, en fait, qui a déjà quelques parties qui sont optimisées. Les petits gotchas sur la Ouya, donc lors du port d'application, vous allez vous retrouver souvent avec pas mal de problèmes. Les menus, principalement. Croyez-moi, les menus, vous risquez de passer pas mal de temps dedans si vous bossez sur des applications qui vous demandent, qui ont des inventaires, des choses comme ça. Si vous avez développé votre application pour les téléphones, pour les appareils touch, à partir de ce moment-là, vous allez devoir pas mal refaire toute votre interface pour pouvoir travailler avec des curseurs, pour travailler avec les manettes de la Ouya. Autrement, vous avez toujours accès au pointeur, mais c'est pas une solution viable. Voilà. Il y a plusieurs comment on appelle ça, spécifications de la part de Google qui ont été publiées, qui permettent de codifier un petit peu le développement pour les appareils comme les télévisions et les grands écrans. Donc mieux vaut les lire avant d'y aller. Donc, pour bien les respecter, il y a quelques petites astuces. Donc l'affichage, contrairement par exemple à une tablette ou un téléphone qui a la même résolution qu'une télé, vous ne pouvez pas afficher la même taille de texte sur une télé que sur un téléphone. Vous allez avoir des disparités. Il faut prévoir aussi des bandes autour de votre image pour votre UI. Certaines télés affichent tout simplement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais affichent votre image soit un petit peu déformée, soit un petit peu zoomée, soit voilà. Donc dans ces cas-là, il faut prévoir de mettre les choses comme par exemple les barres d'énergie, les informations utiles aux joueurs éloignées des bords de l'écran. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut vraiment lire, il faut passer dessus, faut pas juste les balayer rapidement. Il faut aussi prévoir de nouvelles ressources graphiques quand vous débarquez d'un téléphone. Il va falloir prévoir toutes vos ressources pour qu'elles soient à la bonne taille pour l'écran. Il est bien meilleur d'avoir toutes les ressources à taille parfaite, pixel au pixel, plutôt que de les déformer et de les agrandir ou de les réduire. Parce que du coup, à ce moment-là, vous avez premièrement une perte de performance. Deuxièmement, vous avez aussi une perte de qualité visuelle dans certains cas, voire même dans la majorité des cas. Il faut aussi prévoir les ressources graphiques pour la télé. Prévoir aussi de découper, dans le cas de la Ouya, ça c'est vraiment spécifique, l'application en plusieurs zones, des zones payantes, des zones gratuites. Donc l'application, à partir du moment où elle est distribuée sur la Ouya, est gratuite. Et donc il va falloir que vous ayez prévoir
de prendre, voilà, quelle partie de code, quelles données seront payantes, quelles données ne seront pas. Donc il faut prévoir ça à l'avance. Certains jeux sont codés de telle manière qu'il est assez difficile de découpler ou de sortir les parties payantes, non payantes, parce qu'il n'y avait pas de version de test qui était prévue au départ. Après, il faut aussi, donc la marge des 10%, les éléments de jeu qui utilisent le touch sont absolument à proscrire, donc vous imaginez pourquoi. Puis, donc du coup, il faut prévoir toutes les interactions au stick. Donc ça, on n'y pense pas toujours. Il n'y a pas que les applications comme Fruit Ninja où vous utilisez le doigt, mais aussi toutes ces choses comme par exemple le zoom, où vous utilisez 2 doigts, les choses comme ça. Il va falloir prévoir d'utiliser soit les triggers, soit les manettes. La Ouya, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? En fait, c'est une nouvelle console, tout simplement. C'est un nouveau type de console qui donne à tous la capacité de développer, à tous la capacité d'apporter vos idées, de développer vos idées rapidement, sans barrière d'entrée. Le prix d'entrée est quand même assez bas, 99 $. Vous avez aussi elle permet de nouveaux horizons. Excusez-moi. Elle ouvre de nouveaux horizons, en fait, à tous, aux développeurs comme aux joueurs. Aujourd'hui, nous avons principalement tous les développeurs mobiles, tous les développeurs indépendants qui développent soit pour PC, soit pour appareils téléphoniques, donc les smartphones, les tablettes, etc. Et la profusion de jeux tablettes, donc cette profusion de jeux, ce serait bien de l'amener justement sur les consoles aujourd'hui, de donner, excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Bon, excusez-moi, on va y revenir tout à l'heure, j'essaie de sauter des étapes. Donc la Ouya, c'est pas du tout une console comme les autres, comme vous avez vu, elle tourne sur Android, c'est pas non plus un téléphone, elle n'a pas toutes les interfaces touch. C'est un hybride aujourd'hui. Donc cet hybride-là, ça va être difficile de lui trouver une place. C'est aujourd'hui difficile de voir s'il va y avoir du succès dessus. Si la console en soi va avoir du succès. On nous parle justement d'autres consoles, enfin on voit d'autres consoles qui vont suivre. La Ouya est la première sur le marché, la première à arriver avec grand fracas en tout cas. Les autres qui vont suivre vont avoir plus de mal à se développer, mais les jeux, une fois adaptés pour ce type d'appareil, à partir du moment où il y aura une offre de jeux, il y aura une plus grande demande pour ces appareils-là. Ils seront beaucoup plus attrayants. Donc d'un côté, on se dit que voilà, justement cette profusion de jeux va nous permettre de développer ce nouveau type de console, de nous débarrasser un petit peu des médiums physiques, de nous débarrasser un petit peu de tout ce qui est des barrières d'entrée et de la lourdeur du développement des consoles actuelles. Du coup, les joueurs, pour les applications, pour ce type de console, pour ce type d'appareil, les joueurs ont des attentes différentes des joueurs téléphones. On déballe la console et on s'attend quand même à avoir des jeux de bonne qualité. On s'attend à avoir des jeux un peu plus complexes que sur téléphone. Donc pas des one button runner ou des jeux sur lesquels vous avez juste l'interaction avec un doigt. On a plein de boutons, tant qu'à faire les utiliser. On a plusieurs gâchettes, donc plusieurs manettes, donc tant qu'à faire les utiliser pour faire du multiplayer. Donc ce type de console-là va permettre justement une nouvelle profusion de jeux, de jeux de meilleure qualité finalement. Des jeux plus proches des jeux consoles réels, de consoles classiques, mais probablement beaucoup plus innovants. Parce que le problème de l'innovation au niveau des jeux consoles aujourd'hui, c'est le prix. Une boîte comme Electronic Arts qui met 5 millions de dollars dans un jeu, ça tend quand même à récupérer cet argent. Et si le jeu ne fonctionne pas, si on met juste des gimmicks, ce qu'ils considèrent comme étant des gimmicks, donc des fonctionnalités nouvelles, innovantes, et que ça leur coûte de l'argent, du temps, ce ne sera pas fait. Donc ils vont pour le plus simple, ce qui va marcher. Ils essayent de sortir un jeu qui aura du succès, qui va leur permettre de récupérer leur argent, et surtout qui va leur permettre de continuer à vivre au final. Et là, sur la Ouya, nous amène justement une nouvelle,
la Ouya, c'est une nouvelle plateforme. On va avoir beaucoup plus de développeurs indépendants. Il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont être tentées. Donc vous, j'espère que vous aurez l'occasion de tenter des choses dessus. Des moyens d'interagir avec la console différents. Aujourd'hui, on a voilà, la Wii U qui est arrivée, qui propose quelque chose d'assez nouveau, d'assez amusant. C'est justement un deuxième écran. Donc un écran qui peut être utilisé par un autre joueur qui joue différemment des 4 autres joueurs. Donc ce type d'interaction va être possible aussi avec la Ouya. De nouvelles innovations au niveau de l'interaction avec d'autres appareils. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez sur du développement Xbox ou du développement PS3, vous avez interdiction d'interagir avec une autre plateforme. Ça veut dire que vous êtes en train de développer un jeu multijoueur. Votre jeu peut jouer contre des joueurs PC, peut jouer contre des joueurs Xbox, mais c'est pas possible tout simplement pour des questions de licence et de restrictions sur la plateforme. Donc la Ouya ce sera véritablement la première console qui va vous permettre à vous de développer des jeux qui vont marcher avec la Ouya, avec des PC, avec des Mac, avec des téléphones. Donc une plus grande liberté au niveau des choix, au niveau de la façon de jouer, et aussi de la façon dans laquelle vous allez pouvoir consommer les jeux. On peut très bien voir aujourd'hui des jeux Ouya qui sont quasiment des ports à l'identique de jeux Android existants. Vous prenez ce jeu, vous commencez à jouer, vous arrêtez, vous prenez votre téléphone, vous continuez dans le métro. Là où vous êtes arrêté, c'est tout à fait faisable. À partir du moment où le développeur prévoit des serveurs. Donc ça, Microsoft essaie de le faire aujourd'hui avec justement Xbox Live, entre les appareils comme par exemple la Xbox et les tablettes Surface, etc. Mais c'est quand même limité à un seul écosystème. Là où justement la Ouya va vous permettre de faire ça sur plein de systèmes différents. Et rien ne vous empêchera par exemple de développer une application Windows Mobile, donc Surface, pour Surface, qui interagira avec la Ouya. Il n'y a aucune limite technique à ça. Donc du coup ces manettes nous permettent de faire de véritables jeux. Donc du coup, voilà, quel type de jeu on peut voir, quel type de jeu on leur chance sur cette console-là. Donc tous les types de jeux qui nécessitent de manipuler des choses avec le doigt, donc voilà, Fruit Ninja, etc., c'est pas possible, évidemment. Les jeux trop simples, les one button games vont au final lasser. On ne peut pas jouer à des one button games sur une console sur laquelle il y a autant de potentiel. Donc du coup, on va se diriger plutôt vers des jeux plus évolués. Donc multi-boutons, on va trouver des shooters, des jeux de guerre, des jeux comme sur les consoles actuelles, des jeux donc, qui nécessitent d'utiliser plusieurs boutons, qui nécessitent d'avoir des interactions plus riches avec l'environnement qu'une simple pression du doigt. Donc l'environnement, surtout pour un environnement Android, a la particularité aussi d'être propice aux jeux réseau. Vous avez là accès à une console qui est connectée avec un câble. C'est pas comme vous êtes plus du tout dans le même environnement que sur un téléphone. Le téléphone, vous le prenez avec vous, vous êtes sur du Edge, sur la 3G, peu importe, mais vous aurez de la latence. Donc le jeu d'action réseau sur Android jusqu'à présent, c'était un petit peu une aberration où il fallait vraiment s'accrocher. Sur la Ouya, voilà, ça facilite ce genre. Ce genre de jeu-là a du sens sur Android. Donc les jeux qui interagissent avec d'autres jeux, moi j'ai l'exemple de justement ce jeu-là qui m'avait fait pas mal sourire. Vous avez justement par exemple plusieurs joueurs qui jouent sur l'écran de télé et un autre joueur qui fait autre chose. Donc ce joueur-là peut par exemple interagir. Vous pouvez très bien imaginer un jeu par exemple de stratégie sur le téléphone dans lequel vous donnez des ordres à des joueurs qui jouent à un jeu de guerre sur la Ouya. Vous pouvez très bien imaginer d'autres types de jeux que les jeux simples qu'on avait jusqu'à présent. Et l'interaction, la Ouya, par exemple un jeu Ouya qui fait
bien appel à ce genre d'interaction-là, va vous permettre de vendre aussi des jeux sur les téléphones, en plus. Voilà. Donc la Ouya, donc on en arrive à la fin. La Ouya, donc du coup, c'est une console qui est ouverte. Il n'y a pas toutes ces restrictions à l'entrée, contrairement aux autres consoles. Donc mettre face à face plusieurs joueurs entre la Ouya, un iPhone et une Surface, voire même les faire jouer à des jeux complètement différents et les faire interagir entre eux, c'est aujourd'hui, voilà, c'est de l'ordre du possible. Partager le game state avec d'autres appareils, donc vous sauvegardez sur la Ouya, vous sortez, vous prenez un téléphone, vous continuez à jouer sur la même partie. Donc interagir donc les jeux avec des applications compagnons. Donc vous avez une carte sur votre iPhone ou sur votre tablette. Pendant que vous jouez, vous pouvez voir par exemple les mouvements tactiques alors que vous êtes dans une vue plus troisième personne ou première personne. Donc le type de développement auquel vous allez avoir affaire sur la Ouya, c'est plus du tout le type de développement qu'on avait sur console avant, à savoir on préparait un projet, il passait par plusieurs phases de test, par plusieurs phases de prototypage. Il passait en review, on préparait un budget de 600 000, 5 millions, peu importe, suivant la taille de la compagnie. Aujourd'hui, on va se rapprocher beaucoup plus du jeu mobile, puisque la console est finalement c'est une parente de nos mobiles actuels. Donc on va voir beaucoup plus de développeurs indépendants, beaucoup plus de jeux qui arrivent rapidement, et des jeux qui vont changer au fur et à mesure. Donc il va y avoir le développement itératif sur ce genre de plateforme-là est important. C'est déjà le cas justement sur Android, où vous voyez des jeux qui sont mis à jour très très régulièrement, pour certains, pour d'autres beaucoup moins, mais les jeux voilà, qui marchent bien, qui ont envie de rester au top, continuent à évoluer. Et c'est vers ce genre de développement-là, je pense que vous devriez tendre quand vous venez vers cette console-là, à savoir publier une application sur le store, voir quelle est la réaction des joueurs, des utilisateurs, itérer, rajouter, modifier. Donc les zones de jeu gratuites et payantes, on en a parlé tout à l'heure, mais ça reste important. Il faut savoir bien les préparer, bien les placer aussi. À savoir, pour la Ouya, vous ne travaillez plus sur un jeu que quelqu'un va acheter et va l'oublier 10 minutes après. Il faut donner envie au joueur d'acheter le jeu. Il faut lui donner envie sans le dégoûter. Voilà, avec un écran en plein milieu d'une partie, frustrant, achète, sinon c'est fini. Donc là, c'est à vous de savoir, enfin c'est à vous de voir c'est à vous d'être innovant. Montrez-nous de bonnes idées. Mais voilà, il va falloir donc maintenant créer des jeux et essayer de les créer de façon à ce qu'ils soient suffisamment bons pour garder le joueur, suffisamment bons pour lui donner envie de continuer et de payer. Voilà, maintenant aujourd'hui c'est le free-to-play aussi qui commence à gagner pas mal. Au niveau des applications sur l'App Store, je ne sais pas si vous avez vu, ce sont principalement des applications free-to-play qui sont en première au niveau des recettes. Donc ce sont toutes ces applications-là que vous téléchargez gratuitement, donc Clash of Clans, les Schtroumpfs, hein, pour ceux qui ont entendu parler du scandale des Schtroumpfs, qui font ramener un public qui joue pas mal, qui devient accro plus ou moins, et puis qui achète les achats intégrés. Donc la Ouya justement c'est la console parfaite pour ça. C'est la console parfaite pour les nouveaux niveaux, les items consommables, si vous voulez vendre ça. Donc voilà. Donc après, je voudrais faire une petite parenthèse, ça n'a pas vraiment sa place ici, mais pour ceux qui font déjà du développement de jeux, j'aimerais vous amener à vous intéresser un petit peu au développement, enfin le Component Based Entity Systems, qui permet en fait de découper vos jeux et vos applications de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus modulaire que ce qu'on avait, ce à quoi on a été habitué, que ce soit à l'école ou en cours. En cours, on nous dit voilà, vous avez un objet, c'est un objet GameObject
Après, de lui, vous allez dériver par exemple un monstre, vous allez dériver un joueur, vous allez dériver ci, vous allez dériver ça. Ce genre de hiérarchie mène à du code que vous allez répéter en boucle, mène à du code qui va être difficile à maintenir et surtout difficile à faire évoluer. À partir du moment, par exemple, où vous avez codé un arbre et vous voulez, vous avez plein d'arbres partout sur votre niveau, vous arrivez avec une idée, tiens, si je mettais une cache dans un arbre. Donc avec ce genre de système-là, tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter un composant inventaire sur une entité arbre, et puis voilà. Donc du coup, le découpage ne se fait pas du tout de la même façon que sur les systèmes hiérarchiques. Le découpage se fait en système. Donc vous avez des systèmes, par exemple un système physique, un système position, un système script, qui vont vous permettre de juste placer des composants dedans. Donc vos composants, ça va être le composant position, il ne fait rien. Il est peut-être updaté régulièrement par le système physique, mais il ne fait rien. Il n'a pas besoin d'avoir de fonction, il n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Vous allez avoir par exemple un composant. Donc par exemple, voilà, le composant physique. Le composant physique, ça peut être juste un pointeur vers un objet qui tourne dans un moteur physique qui est déjà existant. Et toutes les interactions du coup se font par message entre les composants. Donc au lieu d'avoir un système dans lequel vous avez un objet joueur dans lequel vous avez votre position qui a été héritée, etc., vous avez juste une entité qui peut être un chiffre en final. Ça peut être juste un identifiant. Ça c'est le cas le plus extrême voilà, qui est avancé. Mais vous pouvez par exemple avoir une entité, enfin un objet entité dans lequel vous avez tous vos composants joliment alignés, joliment préparés. Et ces composants communiquent entre eux. C'est-à-dire par exemple lorsque la physique est terminée, le composant physique a été mis à jour, il le publie et les autres composants se mettent à jour suivant les messages qu'a envoyé le composant physique. Pareil, si le joueur appuie sur un bouton, vous allez avoir un composant input qui lui va décider par exemple d'envoyer un message au reste de l'entité. Donc ça, si vous développez déjà des jeux, intéressez-vous à ce genre de développement. On a vu des jeux qui en ont énormément bénéficié, que ce soit au niveau du nombre de bugs qui ont été éliminés rapidement. Parce que dans ce type de système-là, vous pouvez vous partagez le même composant, par exemple, pour des centaines de types d'entités différentes. Donc s'il y a un bug sur un composant, vous le réglez là-dessus, et en théorie, on n'en parle plus. Bon. Donc voilà, j'aimerais remercier Sushi qui nous a prêté la console Ouya, justement, que vous voyez ici, dont le store ne marche probablement toujours pas. Ou peut-être oui. Ouais. Non, c'est peut-être... Ah bah si, voilà. Et donc si vous avez des questions sur la console, ou peut-être des questions supplémentaires sur l'ODK, des questions supplémentaires sur justement ce type de device, ou sur les interactions, sur le type de jeu sur lesquels vous voudriez travailler, etc. Voilà. Oui. Oui. J'avais quelques questions justement sur la console en elle-même. Parce que vous parliez de ventes sur les plateformes comme Amazon et sur le site internet. Est-ce qu'il y aura des ventes physiques dans des magasins, dans des grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés? Alors pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. Il n'y a pas de support physique, non. Donc du coup, il y aura très très peu, je pense, de magasins intéressés par vendre une console sur laquelle il n'y aura aucun jeu à vendre. Voilà. Et sinon, je me posais une question, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on trouve sur les smartphones avec Android. Est-ce qu'on trouvera aussi des émulateurs de console, du coup pouvoir installer des ROM? Alors ça, en fait, il y en a déjà. La console n'est pas encore sortie, mais il y a Nintendo 64 Emule, je crois. Ouais, il y a ça, oui. Ouais, il y a SNES. Mais je ne l'ai pas encore essayé, donc là je fais quelque chose qui risque d'exploser. Qui risque de mettre la console à genoux en fait. Donc oui, ouais.
D'autres questions plutôt peut-être sur l'ODK ou sur... Non. Donc ça a été clair. Question. Ouais, pour qu'on m'entende mieux. Tout à l'heure, tu parlais qu'on pouvait, on pouvait tester la présence de l'ODK et la présence de la Ouya. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que l'ODK il soit sur des appareils qui ne soient pas la Ouya. Oui. C'est le cas par exemple lorsque tu développes sur un autre appareil comme par exemple une tablette ou quelque chose comme ça, tu veux tester ton jeu Ouya dessus, tu installes toutes les API, enfin tu installes les packages qui te permettent d'avoir accès à l'ODK sur le tablette et comme ça tu peux tester les in-app purchase, tu peux tester le système de stockage spécifique à l'Ouya, tu peux tester aussi les input contrôleurs qui eux marchent pas, enfin que j'ai pas réussi à faire marcher. Mais tu crois que dans la théorie on pourrait avoir des jeux sur un téléphone qui ont le ODK et sur lequel on pourrait brancher une manette Bluetooth et puis jouer avec une manette quoi. En théorie oui. Merci. De rien. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu la Ouya, si vous voulez passer un petit peu de temps dessus aussi, c'est possible. On a ici 3 manettes plus une quatrième. Hélas pour le moment sur la version bêta de la console, si on branche une manette en USB, les autres s'éteignent. Mais ça devrait être fixé d'ici la prochaine version. Voilà. Donc en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la conférence et puis j'espère que certains d'entre vous vont se diriger vers cette console-là qui présente un avenir pour l'instant incertain mais qui a beaucoup de potentiel. Voilà. Merci.